Je pense qu'Evelyne a très bien fait son programme parce qu'on arrive au moment où on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on va enfin sortir du cadre que les documents que vous nous avez présentés ont établi. Vous avez très bien souligné l'extrême ancienneté de ces procédés en remontant à l'Antiquité. Les écrans que nous a montrés Albéric aussi sont encore dans cette limitation. Il a parlé du dispositif, j'aurais bien aimé qu'il puisse rester, donc je vais parler à sa place, parce qu'on est très proche intellectuellement dans nos pratiques. Et le dispositif, clairement, enchaîne le lecteur, hein. Et c'est vrai pour tous les dispositifs communicationnels. Bon, là, on va se restreindre dans le cadre de la machine à lire, hein, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors moi, ce que je vais me contenter de faire, en fait, c'est de vous montrer des travaux qui sont au niveau dit de la recherche, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de produits qu'on pourrait acheter sur étagère qui correspondent à ces travaux, mais qui, clairement, tentent de sortir de ce cadre de la page, de la surface fermée, finie, que ce soit un écran ou que ce soit un morceau de parchemin ou un rouleau. Donc avec des techniques qu'on appelle aujourd'hui immersives. Ensuite, je parlerai un tout petit peu de techniques augmentées et un tout petit peu de techniques réparties. J'ai pas fini de me présenter, donc je m'appelle Pierre Cubaud, donc, et je travaille, je suis animateur d'une équipe qui s'appelle Interactivité pour lire et jouer. On est une douzaine de personnes. C'est une équipe qui existe depuis une vingtaine d'années, ici au CNAM, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Cédric. Et donc dans notre équipe Interactivité pour lire et jouer, on s'intéresse donc à des questions d'interaction sur des problématiques qui sortent un petit peu de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. C'est-à-dire que la question de l'ergonomie, de la lecture savante, tout ça, c'est aussi tout un corpus de savoir. Maintenant, on sait parfaitement analyser la lecture. On aurait pu évoquer ça, par exemple le rôle les systèmes où on suit les trajets oculaires des personnes par des oculomètres, hein. Donc on pourrait appliquer des oculomètres devant des documents de type de ceux que vous nous avez montrés. Donc il y a tout un corpus de savoir sur l'interactivité pour la lecture, mais ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, c'est qu'on commence à se poser des questions sur, par exemple, la lecture de loisirs. La lecture de plaisir, le plaisir de la découverte, enfin, tous ces types de questionnements, donc des activités qui ne sont pas forcément liées au travail. Donc il y a les questions de performance liées au travail disparaissent. Par exemple, le temps de lecture n'est pas en soi une métrique, le taux d'erreur n'est pas en soi une métrique, etc. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous occupe dans notre équipe. Et on se pose beaucoup de questions autour du flow, être dans le flow. Enfin, qu'est-ce que c'est cette sensation quand on est absorbé dans sa lecture au point que, par exemple, on a oublié l'environnement extérieur. Et les dispositifs techniques, les machines à lire qui sont donc mises en place pour ça, actuellement, il faut reconnaître, beaucoup imposent par leur manipulation, hein, des difficultés et donc des ruptures attentionnelles et donc une perte de l'état de flow. Donc c'est tout ça qui nous intéresse dans cette équipe. Alors, je suis par ailleurs enseignant, donc il y avait récemment un MOOC, j'enseigne les médias interactifs numériques depuis une vingtaine d'années, et la visualisation d'informations, l'IHM, enfin, l'interaction homme-machine, etc., dans un contexte plutôt d'informatique. Je suis informaticien au départ. Ce dont je voudrais parler, donc, c'est des techniques d'exploration de grands corpus numériques. Je ne parle pas de rien, parce que, en fait, on a ici au CNAM été un peu à l'origine des premiers sites web en France. Et j'ai été le créateur d'un site, donc je suis un grand spécialiste du web 0.9 en fait, ayant créé le site de l'association des bibliophiles universels dans les tout début des années 90, qui a été pendant 5, 6 ans, 7 ans, enfin en gros jusqu'aux années 2000, une sorte de point central de projets collaboratifs, aussi bien de particuliers que d'universitaires. Il y a eu toutes sortes d'échanges, pour aller aussi loin des pères de l'Église ou des gens autour de Flaubert, de Jules Verne, de la littérature scientifique, etc. Et au CNAM, ensuite, on a lancé notre propre bibliothèque numérique, qui s'appelle le Conservatoire numérique, qui a dépassé l'année dernière, les 1 million de pages numérisées. Donc on était très fiers de ce cap, qui a comparé bien sûr aux millions de volumes numérisés dans des entités comme Google Books.
Et on vient de mettre en ligne le début de la revue Sciences et Ville, donc pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses. On a énormément de documents techniques illustrés en ligne. Et donc ça sert un peu de point de repère pour aller toucher des usages, parce que là, il y a vraiment des gens qui se connectent, qui lisent en ligne, et donc on peut aussi observer ce que font ces gens, et peut-être du coup, en douceur, amorcer des transitions vers des technologies plus innovantes. Alors parce qu'on pourrait en fait penser que du point de vue de la recherche, il n'y a plus de recherche à faire en termes de lecture numérique, puisqu'on a à la fois les contenus, des contenus énormes. Je parlais de millions de références. Si on agrège, évidemment, tout ce qui a été produit depuis le début du web en particulier, on a des volumétries considérables. Et puis, par ailleurs, on a les dispositifs. Là, j'ai montré la tablette d'Apple. Albéric avait commencé une chronologie là, très, très intéressante. En fait, tout commence en gros avec le Xerox PARC dans les années 70, et les travaux encore un peu avant d'Alan Kay avec sa petite machine personnelle. Enfin, c'est vraiment le point clé, quoi. Alors, moi, je prétends que d'abord, je suis payé pour ça, donc clairement que non. Il y a plein d'autres choses à inventer. Et ce qui fait un peu le credo, le point commun de tous les travaux que j'ai menés, c'est qu'en fait, la numérisation, au sens très très large, il ne faut jamais oublier que c'est au fond un échantillonnage. C'est-à-dire que quand on va numériser un document très complexe comme une Bible glosée, quand on va numériser un livre à système, quand on va numériser, enfin je vais prendre n'importe quoi, une carte, on va évidemment choisir de prélever certains facteurs et, in fine aussi, en éliminer d'autres. Alors, ça peut être mené de manière parfaitement rationnelle, ce tamisage, mais ça peut aussi être fait souvent un peu par les limitations de la technologie, pour des simples histoires de budget, et puis aussi de manière naïve. Et donc on procède clairement par essai-erreur dans ces dispositifs. Et je voudrais juste rappeler que il y a des théorèmes, enfin il y a le théorème de Shannon, qui est essentiel dans cette affaire, qui dit que voilà, pour un spectre de signal donné, on peut numériser pour être capable de retrouver au mieux le signal original, enfin, il faut numériser à une fréquence elle-même liée au spectre du signal d'origine. Là, on voit sur ces images, oui, ça marche même là, en fait, une gravure typique, c'est une gravure sur bois 19e, et donc qui est numérisée à 300 dpi, puis là, c'est la même, numérisée de manière très très misérable, en gros une résolution des bons vieux fax à, je sais pas, 50 ou 60 dpi. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le deuxième, les hachures qui étaient dans le sens horizontal sont passées dans le sens vertical finalement. Donc on a créé un fantôme complet de l'original. Et très souvent, en fait, on est dans des situations comme ça. Enfin, et dans l'activité de numérisation. Alors j'ai un exemple fétiche qui est la question du feuilletage. J'ai réfléchi après coup, j'aurais pu en amener beaucoup d'autres. En particulier, j'aime beaucoup montrer un télégramme, à l'époque des petits bleus, enfin des télégrammes jusqu'à en gros les années 60, ça a dû s'arrêter, 70. Et en fait, un télégramme, ça se lit, ça arrive plié. Et les télégrammes, en connaissance, il y a deux catégories de télégrammes. Le télégramme des bonnes nouvelles et le télégramme des mauvaises nouvelles. Donc il y a un suspense incroyable de déplier ce type de document, parce que c'est soit la bonne, soit la mauvaise. Et dans cet acte de dépliage, en fait, il y a d'ailleurs qui est destructif, puisque ces trucs sont scellés. Donc il y a cette expérience-là de lecture. Comment la numériser? Alors le feuilletage trivial même d'un livre, j'aime bien prendre cet exemple. Ce que j'essaie de faire, c'est un feuilletage continu qui procure la même sensation qu'un feuilletage standard sur n'importe quel ouvrage imprimé. Ce geste-là, quand vous allez dans n'importe quelle bibliothèque en libre accès, comme notre nouvelle salle réouverte, ou dans une librairie, encore mieux, vous prenez sur une table de lecture les nouveautés, vous ouvrez, vous proposez, prenez un autre, transposez cet acte par exemple sur Amazon. C'est une catastrophe.
Choisissez parmi le déluge des 20 derniers polars de la rentrée, lequel va vous plaire. Sur Amazon, c'est une expérience qui est insupportable, à cause des ruptures attentionnelles, à cause de tout cet ensemble-là. Et donc on ne sait pas, aujourd'hui, numériser l'acte de feuilletage. Et ce n'est pas juste une histoire de version de web ou de quoi que ce soit, parce que là, la technologie ne le permet pas. Cet affichage, là, il fonctionne à 100 Hz. L'acte de feuilletage, c'est 500 pages en 1/10 de seconde, donc c'est du 5000 Hz. On est très très loin des choses. Et vous me direz, oui, mais l'œil, il y a la notion de persistance rétinienne, l'œil, en dessous de 1/10 de seconde, ils font les images. Intercalées dans ces 500 pages, alors une image test, par exemple, pour un homme occidental, une photo un peu dénudée, au milieu d'un annuaire, un truc en complet décalage. Et évidemment, cette image, elle sera vue. Donc, du coup, on voit bien que ce système de feuilletage, il est infiniment plus puissant sur papier que sur n'importe quel dispositif informatique. Alors, ce n'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est plutôt de la problématique de l'exploration. Et elle aussi souffre encore énormément. Donc, on est encore aujourd'hui, en 2020 presque, dans la problématique du système requête-réponse. Alors que vous rentrez dans une bibliothèque numérique comme Google Books, si vous n'avez pas de questions à poser, eh ben vous ne rentrez pas. Donc c'est un petit peu compliqué de flâner dans cette bibliothèque. Et alors cette question de déambulation dans les espaces, elle est maintenant ancienne, hein. Elle était déjà posée il y a très longtemps par les inventeurs même des systèmes requête-réponse. Mais la sphère marchande s'est vraiment emparée du problème, parce que par exemple déambuler dans eBay, c'est bien plus important que de retrouver tout de suite le Jules Verne, édition de cartonnage, machin, que je recherche depuis des années. Et donc on commence à esquisser des solutions en termes de visualisation, mais à chaque fois on revient sur la question de la fluidité de l'interface. Et on est encore très très loin d'offrir, dans un contexte numérique, le confort des interfaces matérielles qu'on a proposées par ailleurs. Alors, dans le cas des bibliothèques numérisées, on a mené dans notre équipe des travaux autour de la déambulation basée sur l'apparence physique des documents qui est manipulés. Et fin des années 90, on a commencé à mettre en place des interfaces 3D qui capturent cet aspect-là. Alors, montrer ces choses aujourd'hui, c'est un petit peu, comment dire, à la fois très satisfaisant pour les gens qui les ont fait, en même temps très décevant. C'est-à-dire qu'on butait à l'époque sur des problèmes difficiles, par exemple de montrer de la 3D de manière fluide sur un écran. Donc aller récupérer les informations visuelles, donc par exemple les textures associées aux reliures ou des choses comme ça. Mais enfin, on pouvait prouver déjà à l'époque que on pouvait mettre en place des systèmes exploratoires basés sur la 3D en récupérant les indices visuels pertinents, en particulier par exemple pour les fonds anciens. Il y avait quelque chose là à essayer de mener. Donc on pouvait inventer des sortes d'étagères virtuelles qui se reconstituent à la demande, enfin, des requêtes, exploiter le positionnement spatial pour faciliter la navigation dans le corpus. Par exemple, si vous dites moi je m'intéresse à l'astronomie du XVIIIe siècle, parce qu'on n'est pas un très bon fond en astronomie, mais disons chimie du XVIIIe siècle, ici au CNAM, vous pouviez avoir dans cette étagère virtuelle cylindrique, en face de vous, effectivement, les volumes de chimie du XVIIIe siècle, mais en fait en tournant autour du cylindre, avoir le reste de la chimie, et puis en montant ou en descendant, tout ce qui concerne le XVIIIe siècle, mais d'autres disciplines, ou un classement complètement orthogonal à ça. Enfin, vous voyez, c'est exploiter ces trois dimensions pour montrer l'ensemble, enfin réordonner l'ensemble, et pas juste montrer les résultats. Parce que du coup, ça permet de situer le résultat par rapport à l'ensemble, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc on a exploré des choses comme ça, et ensuite,
essayer de fabriquer des espèces de lutrins, lutrins 3D. Donc on a mis en place des logiciels informatiques de ce type, à chaque fois au passage bien sûr alimentés par nos numérisations faites au CNAM. Donc ça a la chance d'être un laboratoire d'informatique assis sur un trésor de fonds numérisés, quoi. C'était tout à fait bénéfique. Et donc pendant longtemps, on s'est contenté de réfléchir au poste de travail. Ces dispositifs, en fait, posent une question majeure, qui est la scénarisation de ces espaces. Ce serait bien sûr complètement absurde d'essayer enfin tout à fait faisable, mais complètement idiot, de numériser aussi la géographie de la bibliothèque. Donc, par exemple, le fond ancien du CNAM, il est juste derrière là, ce bâtiment. C'est des étagères métalliques dans une espèce de sous-sol. Le reproduire à l'identique n'a aucun intérêt. Reproduire à l'identique les silos de l'ABN et supposer que du coup il faut 1 heure pour aller du silo machin au silo truc, ça n'a aucun intérêt aussi. Donc il faut bien évidemment inventer une sorte de métaphore spatiale qui corresponde à ce besoin d'exploration. Alors c'est intéressant de voir des travaux d'artistes comme ça, comme ce travail de Rosier. Rosier a inventé ce concept d'hyperphoto. Donc là on ne se rend pas bien compte, mais en fait la mise en place de ça, c'est que c'est une interface qui est perpétuellement zoomable. Et donc on peut avancer dans l'infinité de cette bibliothèque. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais alors, maintenant, bien sûr, ce qui change par rapport à tous ces travaux qu'on menait pendant 20 ans, c'est que maintenant, ces technologies, elles sont devenues parfaitement accessibles. Alors que quand on a commencé à travailler sur ça, donc comme je disais, dans les années 90, c'était pas possible de montrer une scène 3D avec plein de textures, de reliures, de zoomer dans un ouvrage. Par exemple, je vais revenir sur une image précédente, pardon. Le truc qui est là, c'est un dispositif de zoom qui part de ce qu'on a appelé un mur de pages. Donc imaginez en gros toutes les pages d'un volume visualisées en un coup, et vous pouvez, par un simple potentiomètre, en quelque sorte, arriver au niveau du pixel d'une page particulière. On avait inventé ça pour faire un système de contrôle qualité dans le cadre d'un projet de recherche national. Donc c'est en fait un système qui permet de faire du zoom fluide sur, en gros, 1 milliard de pixels. Donc ça, c'est maintenant tout à fait possible en termes de puissance de calcul des cartes graphiques. Ça permet cette chose-là. Et donc évidemment, souvent, enfin, ce que vous avez évoqué, en fait, c'est des questions essentiellement de zoom. On a cette possibilité technique aujourd'hui. On pouvait le rêver dans les années 90. Voilà, maintenant on l'a. Et maintenant, non seulement on l'a sur des machines de travail de laboratoire, mais c'est techniquement possible de déployer ça sur les téléphones de tout un chacun. Donc là, on change de dimension, clairement. Et l'approche virtuelle, immersive, je pense, mérite maintenant un nouveau regard, quoi, et sans doute des choses à faire. Alors, je voulais vous montrer des petites expériences. Mon téléphone est déchargé, c'est vraiment l'acte manqué, mais je pourrais vous montrer, si j'ai un peu de temps après, en fonctionnement, enfin, qu'on voit à peu près un système de zoom. Alors, je voudrais arriver maintenant à une approche radicalement différente, qui est la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, il y a plein de... Enfin, j'imagine, pour les gens des sciences humaines qui ont une attention aux mots bien plus riche que les pauvres informaticiens, il y a plein de problèmes. La réalité, on ne sait pas ce que c'est, et l'augmentation, en ces temps de disette, c'est quelque chose un peu improbable aussi. Donc, la réalité augmentée, en fait, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, et tout augment en anglais a une connotation un peu, je dirais, précieuse. Et donc, je ne sais pas quel terme on devrait employer en français, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est entouré de dispositifs qui augmentent, rajoutent des fonctions à un dispositif existant. On est dans une pièce augmentée, là, clairement. Cet amphithéâtre, il a été conçu sous Napoléon III. L'empereur se mettait là,
Et il n'y avait évidemment pas d'électricité et certainement pas de système de captation et de projection. Donc tout ça s'est rajouté dans cette salle, plus ou moins harmonieusement. Et là, l'interrupteur dans mon salon est un très bon exemple aussi. Donc on reste dans ce contexte-là, en fait, de prendre un dispositif technique initial et de lui rajouter une fonction. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas aller tellement plus loin que ça. Et alors, dans ces dispositifs de réalité augmentée, Albéric, à la fin, a montré très rapidement un dispositif d'un designer japonais, je crois. Enfin, j'ai pas pu. Et on voit la personne qui tient son téléphone portable qui va révéler par son écran des choses qui sont présentes dans son environnement proche. Alors, ces techniques-là, en mobilité, tout ça, elles étaient impensables dans les années 80, parce qu'il n'y en avait pas de mobilité informatique. Mais en revanche, l'idée de capter une activité humaine et de projeter de l'information sur un dispositif informationnel éventuellement papier fixe, ça s'invente début des années 90. Et au passage, le terme réalité augmentée est forgé par la communauté informaticienne. Et donc là, c'est cette expérience de Pierre Wellner que je trouve extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'il a au-dessus de lui? On le distingue à peine, mais il y a un projecteur, comme celui qu'on est en train d'utiliser là, et une caméra. Et donc quand il dessine un petit truc sur son papier, c'est capté par la caméra, et si l'ordinateur reconnaît quelque chose de pertinent, il va agir en conséquence. Donc par exemple, faire un copier-coller sur du papier, c'est tout à fait possible, à condition qu'on ait fourni les ordres visuels pour ça. Donc ce dispositif-là, il est intéressant dans le contexte qui nous intéresse de bibliothèque numérisée, parce que la personne, elle reste dans son cadre de travail standard, dans sa posture de travail aussi. La personne assise devant un bureau, et donc ça revient à augmenter son bureau. Et c'est plus intéressant que... Donc si je prends ce truc et j'observe, là, c'est une posture qu'on ne peut pas mener 10 heures d'affilée, quoi. Ça, c'est fatigant, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc là, on est dans un contexte tout à fait intéressant. Alors, je voulais vous montrer juste un exemple de glose augmentée, enfin, de constitution de glose automatique. C'est une expérience que vous pouvez tous faire, en fait, à condition de disposer d'un vidéoprojecteur et d'un statif, en fait, parce qu'il faut être capable de pouvoir poser de manière fiable le vidéoprojecteur au-dessus d'une planche de travail. Donc j'ai juste pris un bouquin, enfin c'est un Auguste Comte, et mettons que je me suis dit comment on pourrait augmenter donc ce texte imprimé directement par projection. Donc on peut évidemment projeter n'importe quoi, donc cette espèce d'illustration, c'était juste un essai de voir qu'est-ce qu'un vidéoprojecteur peut procurer sur un système comme ça, et donc essayer d'enrichir le texte papier par des résultats de recherche d'occurrence. Donc imaginez bien sûr par ailleurs un dispositif pour définir ces recherches, hein. Mais là on n'en verrait que le résultat, donc c'est juste une première étape de design. Et on est parfaitement en capacité aujourd'hui, par exemple, de tenir compte même de la déformation physique du livre ouvert, hein, pour projeter précisément à l'endroit adéquat l'information. Parce que, évidemment, ce texte, il existe par ailleurs sous forme numérique. Donc c'est bien sûr le texte numérique, hein, qui est quelque part ailleurs, sur un site ailleurs, qui est interrogé, et les résultats sont projetés sur votre propre livre à vous, chez vous. Donc c'est une machine tout à fait envisageable aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui. Il reste évidemment à inventer les bonnes techniques de visualisation sur le document lui-même. Alors, certains documents, on n'a pas trop envie, j'imagine. Je ne sais pas si vous travaillez beaucoup avec les originaux de vos manuscrits glosés, et sans doute pas au point de pouvoir appuyer sur la note originale pour renvoyer le chargement du texte. Mais bon,
pour des documents imprimés standards, ça serait tout à fait possible. Et surtout, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller un peu plus loin, parce que je parlais d'exploration de corpus. Donc là, j'ai pris en photo la suite de mon salon, c'est ma petite bibliothèque familiale. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au milieu, on a notre télévision. Et c'est évidemment, comme vous tous, dans mon cercle familial, on a des DVD, on est abonné à plein de trucs, et notre corpus numérique dépasse très largement notre corpus physique, papier ou musical, etc. Et comment visualiser, comment déambuler dans cet espace numérique surtout, et puis comment même montrer aux autres tout ce que je possède. Donc là, il y a vraiment un besoin d'augmenter nos espaces personnels, physiques, pour les enrichir de nos possessions numériques. Ça, c'est une très vieille question de la numérisation qui est apparue avec la musique. Parce que quand Apple invente son iPod, donc c'est une machine à écouter de la musique qui va tuer la cassette, le Walkman et tout ça, ce qui est vanté, c'est l'espace de stockage, donc la capacité de stocker des milliers et des milliers de chansons. Et à aucun moment se pose la question du statut du iPod plein. C'est-à-dire qu'un iPod plein se revend le même prix qu'un iPod vide. C'est très étrange, parce qu'en fait, la quantité de choses qu'il contient est une richesse en soi. Et donc là il y a aussi vraiment une vraie question, comment augmenter notre espace réel, physique, de toutes nos possessions numériques. Voilà. Donc là, encore une fois, plein de questions de design à résoudre. Et j'ai déjà dépassé, mais donc je vais arriver avec ma dernière thématique, qui est la question des interfaces réparties, et qui me paraît être sans doute la plus fructueuse. Donc, là, j'aime bien cette image là, qui est extraite d'une publicité que j'avais trouvée dans l'eBay il y a des années de ça, que malheureusement je n'ai pas documenté la date ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est vraiment le début des smartphones, hein, enfin il y en a déjà au moins. Et donc eux montraient la difficulté de tous les médias d'aujourd'hui, hein, de subsister dans toutes les machines à lire d'aujourd'hui. Mais moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle montre la possibilité d'exploiter le fait qu'on est maintenant complètement entouré de machines. Et donc on doit sortir de cette logique de la machine unique, du poste de lecture, quoi, qui est le truc qu'on traîne depuis l'invention de l'informatique interactive. Et en particulier, exploiter au mieux le multidispositif. Rien que sur cette table, il y a le mien, il y a celui de madame, il y a celui qui est là, il y a le truc tactile là, il y a l'objet qui est là. Enfin, tous ces objets, en fait, vivent une vie parallèle, sans aucune interaction. Et aujourd'hui, on est au contraire parfaitement capable d'associer tous ces dispositifs pour faire un métasystème additif en quelque sorte. Alors, c'est des choses qu'on avait explorées dans un projet ANR il y a quelques années, consacré à la lecture bilingue. Et je pense qu'il y a peut-être pas mal de briques qui pourraient être reprises dans le cas de l'annotation, parce que nous, on est en train de travailler sur l'annotation pour la traduction, mais la glose, c'est au fond assez proche. Le simple fait d'associer une machine à côté d'une autre, par exemple, pourrait déclencher une activité particulière. Donc là, on voyait des associations texte anglais, travail en deux langues, un troisième appareil dédié au dictionnaire, enfin, comment les manipulations et la prise en compte même de la disposition spatiale de ces dispositifs pourraient impliquer une activité particulière. Alors, je vous vois me regarder avec des yeux ronds, mais peut-être parce qu'il y a l'hypoglycémie qui commence à agir, mais c'est en fait aussi parce qu'au fond, ces dispositifs sont encore peu connus du grand public. Il y a eu une tentative très très intéressante autour d'un projet initié par un monsieur qui s'appelle David Merrill, qui est dans une thèse fin des années 2000, propose une évolution de la loi de Moore qui ferait que, en gros, ce qui est votre smartphone d'aujourd'hui deviendrait un truc grand comme ça, et à un coût de quelques euros. Donc si on avait ça, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un smartphone à 700 euros, vous auriez au moins 100 petits bidules
pour le même prix. Donc si vous en avez 100 devant vous, qu'est-ce qu'il va falloir se faire avec ça? Par exemple, vous pouvez les touiller. C'est vrai que touiller de l'information, on l'a encore jamais fait. On peut prendre un sac, mettre ces trucs, tout mettre par terre, exactement comme Picsou avec ses pièces. On peut brasser, on peut jouer aux cartes, là, trivialement, là, pour le coup. Mais on peut faire plein d'autres choses. Et donc, dans la thèse de Merrill, il y a plein d'exemples, en particulier de recherche dans des corpus. On peut imaginer qu'un de ces petits cubes symbolise le corpus. Un autre petit cube pourrait être un opérateur de recherche. Par exemple, une recherche sur un critère. Est-ce que ce truc parmi toutes les images qu'il y a dans mon corpus photo, je m'intéresse à celles qui ont un ciel bleu? Et donc je spécifie ciel bleu avec mon deuxième truc. Je les mets l'un à côté de l'autre. Et je vais mettre un troisième pour le résultat. Et j'aurai dans ce troisième, du coup, toutes les photos qui ont le ciel bleu. Donc il y a une interface gestuelle ici qui est tout à fait envisageable. On peut imaginer des dérivations, c'est-à-dire de mettre aussi dans un quatrième ceux qui n'ont pas le ciel bleu, et bien sûr construire des requêtes très compliquées à la demande. Donc ce genre de dispositif, Merrill s'est pas contenté de le rêver, et ça c'est, si je pense, quelque chose en soi assez extraordinaire. Donc il est passé de design en fait de carton à quelque chose de tout à fait concret, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des cubes qui ont été fabriqués, qu'on pouvait acheter, et on s'en est servi dans notre laboratoire pour prototyper des choses. Alors c'est vrai que le segment qui a été imaginé tout de suite pour ces dispositifs, c'est plutôt le jeu, mais enfin il y a énormément de choses qui peuvent être menées au-delà de ça. Alors la difficulté, c'est que maintenant cette société elle a fondu les plombs et ces objets-là sont devenus collectors en quelque sorte. Mais enfin, c'est des choses qu'on peut tout à fait transposer aujourd'hui avec des tablettes ou encore mieux des smartphones mis ensemble. Donc il y a plein d'expérimentations possibles à faire dans ce contexte. Là, j'ai terminé sur mes 3 points, donc immersion, augmentation, répartition, qui me paraissent être les 3 manuels de l'ILHM de demain. Voilà.